Bonjour à tous et bienvenue sur Conversation Secrète, le podcast. Aujourd'hui, cheveux au vent, nous prenons la route des 60s et de la Californie pour nous frotter au shampoo de Hal Ashby. Film sorti en 75 mais dont l'histoire prend corps en 1968. Pour m'accompagner, comme toujours, Ismaël. Ismaël, bonjour, bien coiffé pour cette nouvelle émission ? Parfait, je me suis fait faire une permanente, tout va bien. Accélère. En route. Lundi 4 novembre 1968, les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à élire leur 37e président. Lundi 4 novembre toujours, un coiffeur répondant du nom de George Randi quitte sa maîtresse et file à travers la nuit pour rejoindre Jill, sa régulière du moment. Naïf homme à femme, le personnage interprété par Warren Beatty n'aura de cesse de naviguer d'une conquête à l'autre, ne sachant plus où donner de la tête, ni même du sèche-cheveux. Coiffeur de ces dames, connu de toutes les femmes en manque d'ivresse que connaît Los Angeles, le jeune homme rêve d'ouvrir son salon, mais sa candeur et ses pulsions l'empêcheront d'arriver à ses fins et de réaliser son propre rêve américain. Le film a des allures de Dream Team de l'époque. Warren Beatty, on l'a dit, en personnage principal, qui enfile également pour l'occasion sa casquette de producteur. Le scénariste Robert Towne, déjà à l'œuvre un an plus tôt sur Chinatown. Laszlo Kovacs à la photographie, celui-là même qui aura officié pour 5 pièces faciles Easy Rider. Un casting d'excellents second rôles, Julie Christie, Lee Grant, Goldie Hawn par exemple. Et enfin, l'un des réalisateurs en vue du moment, Hal Ashby. Du beau monde donc à l'œuvre pour cette comédie douce amère, qui sous ses atours de film léger offre un regard acéré sur le basculement que connaîtra l'Amérique à la fin des années 60 et au début des années 70. Pauline Kael, célèbre critique du New Yorker, en fera le constat, déclarant lors de la sortie du film, je la cite, « La temporalité de Shampoo est si proche de nous que nous oublions par moments qu'il appartient au passé. Et soudain nous prenons douloureusement conscience de tout ce qui a changé. » Entre 1968 et la sortie du film en 1975, les États-Unis auront donc connu la fin des illusions libertaires des années 60 et le film se propose déjà d'en tirer un bilan. Ismaël, est-ce que c'est par ce biais-là qu'il convient tout d'abord d'analyser le long métrage de Hal Ashby ? Oui, je pense. Enfin, une des choses qui marque quand on revoit Shampoo, effectivement, c'est ce petit décalage temporel, puisque le film se situe en 68. Alors, 68, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. En pleine campagne électorale, au moment de l'élection, la première élection de Nixon, qui s'était fait battre par Kennedy. Puis le film est, quant à lui, tourné au moment du scandale du Watergate. Tu sais, cette affaire qui compromettra Richard Nixon, l'obligeant à la démission. Et puis bon, c'est une des affaires des années 70 qui précipitera finalement la fin de ce monde enchanté né dans les années fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60 et donc cette désillusion qui s'ancre dans le paysage américain. Et Shampoo est vraiment un film qui parle de ça, c'est-à-dire on parle du début de Nixon au moment où de sa fin. Donc on parle de quelque chose qui se présente encore comme une renaissance, quelque chose de dynamique, jusqu'à à partir avec le regard de l'effondrement. Donc il y a quelque chose d'une fin de règne effectivement dans ce film et quelque chose d'un peu grinçant dans le regard d'Hal Ashby. On est sur un territoire très spécifique, on est à Los Angeles qui est la terre de naissance du mouvement hippie, de la contre-culture américaine. On est aussi forcément sur le lieu qui en connaîtra le déclin. Beaucoup s'accordent à dire que les prémices du déclin de ce mouvement-là sera le tristement célèbre assassinat de Sharon Tate. Et on peut constater dans ce film-là que Hal Ashby va vraiment
prendre en compte cet événement-là, et notamment en attribuant au personnage de Jill, la copine de George Wandy, notre coiffeur de ces dames, en donnant au personnage de Jill les atours de Sharon Tate. La première rencontre qu'on va avoir avec ce personnage-là, ses toutes premières paroles dans le film vont être, parfois j'ai l'impression qu'il va arriver une chose effroyable, que quelqu'un va m'attaquer. Elle retrouve George en panique chez elle et va proférer ses paroles, et puis va avoir un rêve presque prémonitoire, si tant est qu'on la rapproche de Sharon Tate, puisqu'elle va expliquer son rêve à George en lui disant qu'elle a rêvé que quelqu'un l'attaquait, qu'elle essayait de s'échapper, mais que la personne l'avait étranglée et ligotée. Donc si Jill est à rapprocher de Sharon Tate, peut-être que le personnage de George est à rapprocher du coiffeur célèbre Jay Sebring, avec qui Sharon Tate avait une liaison avant de sortir avec Roman Polanski. Mais commencer ce film par là porte une espèce de voile un peu triste sur tout le film, quand on sait ce qui s'est passé en 69, un an avant l'année 68 dans lequel se déroule le film. Oui, effectivement, cette ambiance qui plane dans la vallée au début du film, c'est une ambiance mitigée, c'est-à-dire qu'on est encore... Donc le film commence comme ça, dans le noir, avec le personnage de George, interprété par Warren Beatty, qui fait l'amour au personnage de Felicia Karff, interprétée par Lee Grant, qui est une actrice qui avait déjà joué dans un film d'Al Ashby, Le Propriétaire. Al Ashby est déjà un cinéaste reconnu à ce moment-là de sa carrière. Il a fait Harold et Maude, La Dernière Corvée, qui a été écrit par Robert Thorne, le scénariste de Shampoo. Et donc le film commence comme ça, dans une sorte de joie un peu hédoniste de l'amour quand même. Et le téléphone sonne et Warren Beatty est appelé par sa régulière, disons, sa copine officielle, qui est interprétée par Goldie Hawn. Et elle se sent pas bien, elle a une crise d'angoisse. Donc voilà, l'angoisse s'immisce au milieu du plaisir dans ce noir-là. Et effectivement, George, on le verra, on en parlera peut-être, c'est un personnage qui ne sait pas dire non. C'est un personnage qui dit toujours oui, c'est un yes man. Mais donc il quitte son amante Felicia Felicia, qui porte bien son nom, pour retrouver Gilles. Et Gilles effectivement dit: j'ai entendu un coup de feu dans la vallée. J'angoisse. Donc oui, il y a eu un coup de feu dans la vallée de Los Angeles. Donc c'est effectivement l'horreur qui a retenti dans toutes les âmes et dans tous les cœurs des Angelinos, de tous ceux qui vivaient à Los Angeles, avec évidemment ce meurtre de la Manson Family, enfin commis par la Manson Family. Et donc cette perte d'innocence effectivement plane sur tout le film. Mais au-delà de ça, tu parles de Jay Sebring, le coiffeur de Sharon Tate, qui est coiffeur et amant de Sharon Tate, qui mourra en 1969 avec Sharon Tate. Oui, effectivement, le personnage principal de Shampoo est un coiffeur. Alors, tu parles de Jay Sebring, mais il y a plein d'autres personnages clés, enfin disons, qui ont pu inspirer le personnage de George. Dans un livre que je te conseille d'ailleurs, qui est assez intéressant, The Big Goodbye de Sham Wasson, qui parle de l'écriture de Chinatown. Et à un moment, il parle de Gene Chakov, qui était un des coiffeurs des célébrités d'Hollywood, et qui a pu inspirer le personnage de George, parce que l'idée de Shampoo, c'est quand même que c'est un homme qui est très porté sur la chose féminine, qui fait de la coiffure pour être près des femmes en fait, et pour les séduire aussi. Enfin, il y a ce côté-là. Alors, il a un vrai talent de coiffeur, mais il y a aussi, on dit souvent, enfin, le cliché veut que les coiffeurs soient homosexuels, et donc lui, il est en fait très hétérosexuel et coiffeur pour s'approcher des femmes en toute innocence, si tu veux. Et Gene Chakov était, il paraît comme ça. On dit que lui aussi était très très séducteur. Et bon, ça a été le coiffeur de plein de stars. Il était par ailleurs très
très amoureux des motos. Il avait une Harley Davidson et on verra, enfin il avait beaucoup de Harley Davidson. On verra que la moto est aussi importante dans le film puisque George Roundy est en moto. Alors, il a aussi inventé Gilles Chakov. Je vais pas passer l'émission sur Gilles Chakov, mais on le voit dans le film. Il y a une scène, c'est-à-dire que il y a une scène fameuse dans la salle de bain où il est, où George Roundy ou Warren Beatty est avec Julie Christie. L'amant de Julie Christie entre et puis finalement il ne voit rien parce que George fait comme s'il était gay. Enfin voilà. Mais surtout à ce moment-là du film. On le voit à l'œuvre, on voit qu'il fait une coupe de cheveux à Julie Christie presque en direct, donc on voit le talent de coiffeur de George, et en fait c'est des coupes qui s'éloignent des coupes des années 70, qui commencent à être un peu ébouriffées, des coupes un peu en volume justement, on parlait de permanente au départ, et en fait les coupes de cheveux se rapprochent, là on est en 75, des fameuses coupes très gonflé des années 80. Et Gilles Chakov était connu pour être l'initiateur de ce style, c'est-à-dire le volume des cheveux des femmes qui prend de la place, contrairement aux cheveux longs et raides un peu qui tombaient. Donc bon, disons que c'est marrant de voir qu'il y a aussi de l'art qu'on peut voir dans le film aussi quelque chose des tendances de la coiffure et qu'en ce sens-là il a une dimension documentaire. Alors Ismaël, il faudrait peut-être revenir à ce personnage si intriguant qu'est George Roundy. On l'a déjà un peu fait, mais il faudrait peut-être poursuivre. Alors il est intriguant, non pas parce il serait lui-même dans l'intrigue, les manigances ou le calcul, mais justement l'inverse. Sa candeur et son innocence font penser à celle d'un enfant. Et on va réussir presque à lire en lui comme dans un livre ouvert. Et j'ai l'impression que il fonctionne comme un révélateur des personnages qui l'entourent. C'est le fait qu'il soit si candide, si vierge, va permettre au spectateur de porter un regard plus acéré sur les personnages qui vont l'entourer, parce qu'on le voit, il est jamais à l'initiative dans le récit. On l'a dit dès l'ouverture, sa petite amie l'appelle en plein milieu de la nuit, il va rappliquer. Il va subir son patron, c'est sa maîtresse qui va lui proposer son aide pour qu'il puisse monter son affaire, il va se laisser convaincre de participer à une soirée électorale républicaine, et c'est aussi également, mine de rien, un personnage assez typique de Hall Ashby, qui va faire beaucoup penser au dernier rôle de Peter Sellers dans Being There. Oui, il y a une dimension effectivement un peu d'idiotie dans le personnage de George Roundy. Alors bon, c'est vrai qu'il est toujours, donc dans le film il y a une dimension satirique, tu l'as bien dit, c'est-à-dire un regard très acéré porté sur la société hollywoodienne, disons de Los Angeles dans les années 68, où c'est vraiment la déliquescence d'un rêve avec une notion de décadence. Au milieu de cela, il reste une personne un peu pure, mais le film est plus intéressant que ça. C'est-à-dire j'ai effectivement je peux en parler avec pas mal d'amis de ce film-là. J'ai un ami qui dit oui, George Roundy c'est vraiment il est exploité comme une pute par le système, par la société, il est victime, c'est vraiment son innocence est exploitée par les autres et c'est le dindon de la farce. On peut voir le film comme ça, c'est-à-dire que lui effectivement est toujours disponible, il croit que la société va forcément à un moment reconnaître son talent qui est véritable. Il a une confiance dans la société, dans les autres. Il est quand on l'appelle, il est là, mais en même temps, on voit bien que le film met en scène un peu cette volonté d'être gentil avec tout le monde. Elle cache quand même un désir qu'il ne s'avoue pas lui-même. C'est aussi l'histoire du film, c'est-à-dire qu'il est avec une personne, Goldie Hawn. Donc Gilles, je crois, c'est ça, qui elle est une jeune actrice, on l'a dit, qui commence par qui fait un peu de publicité, mais lui ne semble pas vraiment intéressé par elle, même s'il répond toujours oui, il sait pas dire non. Il est toujours un peu partout, et puis on verra au fur et à mesure que le film se déroule que son désir se focalise sur une personne, il n'est pas dans la totalité. Or, ce qu'on reproche finalement, le péché de George Roundy,
c'est de tout vouloir, de jamais dire non. De tout vouloir et de jamais en plus faire payer ses services. Moi j'aime beaucoup cette scène où son patron du salon, puisqu'il n'a pas son propre salon à lui, hein, c'est ça aussi l'idée du film, c'est que c'est quelqu'un de talentueux qui, comme des cinéastes du Nouvel Hollywood, travaille dans un salon qui n'est pas le sien, dans un studio, donc si on le compare à un cinéaste qui n'est pas le sien, et donc c'est pas son propre producteur. C'est un artiste qui est contraint par son producteur, mais son producteur lui dit quelque chose d'important et lui dit tu devrais faire payer le café que tu offres aux clients. Et lui il dit non, moi je fais pas ça. Après il parle de sexe avec la femme qu'il aime, interprétée par Judy Christie, et qui elle est aussi plus ou moins une prostituée, enfin d'une certaine façon, et à Jackie donc, et il lui dit non, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir. Et donc il y a cette innocence coupable de George Randi, c'est-à-dire que finalement il s'aveugle sur la vérité de la nature humaine pour faire perdurer le rêve hippie d'une certaine façon. Donc à chaque fois il se confronte lui à des réalités qu'il refuse d'admettre, comme par exemple son rendez-vous chez le banquier. Oui, il y a aussi ce côté où il est souvent pas dans la sincérité, ou en tout cas il est comme tu le dis si bien, il évite de se confronter presque au réel. Et le seul moment où on sent une once de sincérité, ça va être à la fin du film, ou vers la fin du film, quand il va enfin s'avouer son amour pour Julie Christie. Il y a quand même un parcours personnel chez ce personnage qui va enfin vers la fin du film ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux pour aller presque droit dans le mur. C'est ça. En fait, il y a une expression aux États-Unis ou en Angleterre, je sais pas, enfin une expression en anglais, on dit dickhead. Ça veut dire un peu abruti. Et il y a cette dimension-là chez George Randi, c'est vraiment que il se réduit à son sexe. Il y a aussi une autre expression, ça s'appelle sex on legs. Enfin, qui veut sex on legs, ça veut dire un sexe sur pattes, qui est très attractif sexuellement. Et il est vraiment l'objet du désir des autres. En tout cas du désir de ses clientes, donc Félicia, Gilles et d'autres. Et même il y a une scène célèbre où quand il est chez Félicia, qui s'avérera être la femme d'un riche entrepreneur américain qui pourrait devenir celui qui l'aiderait à créer son salon, donc tout s'entremêle. Il y a une dimension de boulevard dans le film d'ailleurs. De théâtre de boulevard, un peu vaudevillesque. Il rencontre la fille de Félicia, interprétée par Carrie Fisher, qui, elle, a bien compris son jeu, lui propose la botte, et lui ne peut pas dire non, et il y va. Encore une fois, il se remet au travail. Donc on le voit souvent avec son sèche-cheveux comme un flingue dans sa ceinture, toujours à la main. Bon voilà, ça veut bien dire, il y a toute une symbolique qui veut bien dire à quoi est réduit George Randi, mais pas simplement par la société, je crois aussi par lui-même, qui a refusé de voir la singularité de son désir au profit d'une vision globale de l'amour. Et c'était ça les hippies, c'était que finalement on pouvait tous s'aimer, ça voulait dire avoir tous le même désir, mais en fait il y a un problème à un moment et Shampoo parle de ce problème-là. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. On aurait pu penser que le Flower Power et les années 60 auraient amoindri le pouvoir de l'argent et des inégalités sociales qui l'accompagnent, mais c'est tout le contraire que semble nous dire Al Ashby ici. On voit George en coiffeur n'ayant pas les moyens de faire prospérer
une affaire et pouvoir vivre du juste prix de son travail. On voit une femme vivant au crochet de son amant richissime et qui fera le choix de la raison plutôt que celui de l'amour. On passe de Villa fastueuse au bungalow de George et on voit que le réalisateur nous donne aussi à voir un grand écart matériel à Hollywood. Oui, je pense que il y a eu un moment, effectivement, il y a eu un moment utopique dans les années 60 qui a pu brouiller finalement le fossé entre les classes sociales. George, qui lui est évidemment d'un milieu populaire comme Jackie sans doute, côtoie les classes les plus riches, mais Champoux finalement décrit ce moment où les choses vont revenir dans l'ordre. C'est un retour à l'ordre en fait. On dit alors moi j'aime aussi cette dimension dans le film. Tout à l'heure je disais que qu'il y avait une dimension vaudevillesque. Bon, il y a une célèbre scène le soir des élections justement où ils sont vraiment dans un milieu très conservateur, de grandes familles riches américaines, et ils se retrouvent là un peu comme des perturbateurs. Et la scène, cette séquence peut aller très loin d'ailleurs, dans le vaudeville, c'est très marqué, très gras même parfois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que que le scénario de Robert Towne est inspiré d'une célèbre pièce anglaise qui s'intitule La Provinciale en français, de Why Shirley, et qui raconte finalement, c'est une pièce qui vient après le règne bourgeois, disons du Commonwealth, les puritains, et c'est le retour un peu des libertins aristocrates. Et George Randi en fait est ce perturbateur-là, c'est-à-dire qu'il se comporte encore d'une certaine façon, il se comporte en pauvre, mais sa confiance dans la société, sa façon de pas craindre pour l'avenir pendant toute une partie du film a quelque chose d'aristocratique. C'est-à-dire que lui, il suit son étoile, et les magouilles, c'est lui qui, comme le libertin aristocratique de la pièce classique anglaise, va perturber la société bourgeoise et parvenue, où chacun a son bien, est possesseur de sa maison, de sa femme, tout ça, est radin, et lui, il a une sorte de prodigalité qui est scandaleuse. C'est ce fameux truc qui fait pas payer le café. Bon, ça, c'est un geste un peu aristocratique, quoi, d'une certaine façon, cette façon de se donner sans espoir, sans volonté de retour, dans une geste de pure gratuité. Et c'est ça qui brise l'ordre bourgeois. Et mais c'est aussi, et c'est ça, je trouve que le film est très beau pour ça, c'est qu'à la fin, cette position aristocratique que prend George Randi, il n'en bénéficiera pas lui-même. C'est le riche promoteur, le mari de Felicia, qui finalement quitte l'ordre bourgeois qu'il représentait pour partir avec Jackie faire une nouvelle vie loin d'Hollywood. Et d'ailleurs, donc il aura été finalement l'élément déclencheur d'une nouvelle libération, mais cette libération, ça sera la libération réganienne, ne s'adressera qu'aux riches finalement. Parce que oui, effectivement, on a l'impression que Al Ashby, ce qu'il nous dit, c'est que le mouvement libertaire, la contre-culture a été complètement digéré par le libéralisme. Si on veut parler d'appropriation culturelle, on voit par exemple ce sénateur avec cette scène drôlatique qui se met à chanter des chants indiens. Que personne ne comprend et très très mal, c'est assez drôle, et il fait un spectacle en reprenant des chants indiens qui ne sont pas les siens. Et de la même manière, on va voir à cette partie des sénateurs républicains deux personnes qui ne sont vraiment pas à leur place. Ça va être le personnage de Warren Beatty, celui de Julie Christie, qui vont devoir quitter la partie et quitter la soirée avant son terme. Et juste après, on va retrouver une partie et une soirée hippie
dans un manoir très fastueux, et on va voir le personnage du richissime Lester, interprété par Jack Warden, qui va rejoindre cette partie-là. Et lui, il sera très à l'aise. C'est-à-dire qu'on va l'inviter à venir se déshabiller et se baigner dans la piscine. On va lui offrir du LSD. C'est-à-dire que l'élite va être très à l'aise dans ces soirées-là. Et par contre, les prolos, dans les soirées de l'élite, on sent bien que ça coince. Donc on voit qu'il y a un moment charnière où le libéralisme et en tout cas les Américains ou les élites américaines ont bien réussi à digérer cette contre-culture. C'est pas rien non plus si Nixon et si l'action se passe la veille de l'élection de Nixon. Nixon qui lui-même sur ses spots de pub dira il faut redonner le pouvoir à la jeunesse, c'est-à-dire qu'il va se servir de la sémantique hippie pour sa propre campagne. Oui, mais c'est ce moment, tout à fait, c'est ce moment parce que en anglais libéral, enfin liberal, ça renvoie à la gauche, c'est un libéralisme des mœurs. Et en français, le libéralisme est plutôt un mot qui renvoie au libéralisme économique. Et du coup, en fait, dans le film, on pourrait dire que en jouant sur les deux langues, puisque nous on est français, on parle français, on pourrait dire que c'est le moment où les liberals deviennent libéraux, enfin où le libéralisme de gauche devient un libéralisme de droite qui est conforme à l'ordre bourgeois. Et donc cette partie, c'est ça. Bon là. En dehors de cette dimension politique, la scène est vraiment superbe. Enfin, moi, j'adore cette scène. Je suis sûr que Tarantino s'en est un peu inspiré pour sa partie, qui est même un peu moins bien, je trouve, la scène de la partie dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film super. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a aussi une scène de partie. Là, donc c'est dans un grand manoir avec des domestiques habillés en livrée rouge là et enfin voilà, c'est du hippisme comment dire de haute volée, en haut d'un canyon. Enfin tout est très 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 riche. Il y a aussi une dimension stroboscopique. Il y a le stroboscope qui arrive, qui hache finalement l'image. Il y a quelque chose qui, comme si l'image était perturbée, le côté continu de l'image était compromis. C'est le moment aussi de l'acmé du vaudeville, puisque c'est là où on le verra, George couche avec Jackie et se fait surprendre, pardon, excuse-moi. Et le moment où il se fait surprendre, donc il y a cette dimension vaudevillesse de la fête, et qui a un côté, alors est-ce que je peux le dire maintenant, c'est vrai, t'as raison, c'est toi qui m'en as parlé hors micro, mais qui rappelle vraiment, il y a un côté un peu Renoir, c'est vrai, qui vivait d'ailleurs, enfin qui a vécu toute une partie de sa vie à Hollywood, mais bon, il nous rappelle plutôt le Renoir un peu de la règle du jeu, avec ces personnages qui finalement qui se retrouvent et s'éloignent, se recroisent. Bon, c'est une scène qui est très belle, voilà. Tu l'as dit, et tu l'as très bien dit, Ismaël, on sent que Al Ashby et Roberton avaient, à l'écriture de Shampoo, l'envie de s'appuyer, ou en tout cas comme référence, la règle du jeu de Jean Renoir. On y voit la même envie de croquer et de décrire une société au bord d'un changement profond, la même envie d'user du vaudeville, et on peut très vite apercevoir cette ressemblance. Mais plus contemporain de Shampoo, un autre film hexagonal peut être approché du travail de Al Ashby. Oui, alors c'est vrai, on cite souvent Robert Thorne et Al Ashby, mais il faut le dire parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion de le dire, mais Warren Beatty est beaucoup pour Shampoo quand même. Oui, il avait entamé le travail très tôt d'ailleurs, je crois que c'est lui qui est... Ouais, voilà, et c'est vraiment un film qui a été, d'ailleurs aux grandes dames d'Al Ashby, qui aimait pas trop, qui aimait bien être assez indépendant, c'était un vrai hippie, enfin Al Ashby c'est vraiment un réalisateur incroyable, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais enfin disons qu'il a un peu souffert pendant ce film parce qu'il a vraiment été réalisé à 3 personnes quoi, Robert Towne, Warren Beatty et Al Ashby. Mais concernant
Ce à quoi peut renvoyer Shampoo, c'est vrai qu'on pense à un film dont on a parlé il y a pas trop longtemps, et on peut en faire un parallèle. Alors c'est pas un parallèle direct, mais disons c'est intéressant de voir ces deux films en regard. C'est La Maman et la Putain de Jean Eustache et Shampoo d'Al Ajmi, donc, qui sont des films qui sont à peu près réalisés concomitamment. Disons, je crois que c'est 73 pour La Maman et la Putain et donc 74 ou 75 pour Shampoo. Et qui reviennent tous les deux aussi d'une certaine façon, qui commentent d'une certaine façon la fin d'un monde, la fin d'un mouvement de libération entre guillemets, et qui en montrent les limites. Et il y a aussi dans La Maman et la Putain ce même regard un peu, comment dire, aigre-doux sur le passé. Ce même, alors, je dirais pas quand même proustien, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au passé qui est d'autant plus dur à évoquer qu'il est encore présent, quoi, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on sent que c'est aussi cette époque bénie des années 60, c'est aussi une période qui a du mal à passer. Et c'est à la fois, c'est quand les bons souvenirs deviennent mauvais, quoi. Enfin, il y a ce rapport au temps qui est un peu ambigu. Et dans La Maman et la Putain, il y a un peu de ça, hein. Et puis aussi, il y a ce même rapport aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, ils font preuve d'une grande liberté. Ils sont totalement indépendantes. Et il y a une description, disons que c'est pas les deux films pourront être taxés de misogyne d'une certaine façon, parce que quand même, évidemment, c'est Jackie qui est une prostituée intégrale, qui elle préfère partir avec Jack Warden que de rester avec George lors de la dernière fameuse scène qui est en haut d'une montagne à Beverly Hills, où George reste tout seul et regarde Hollywood, regarde Los Angeles seul et voit partir Jackie avec Jack Warden. Donc il y a un regard qui pourrait être considéré comme un peu misogyne et qui en même temps donne une grande liberté aux femmes dans les rapports de guerre entre les hommes et les femmes. C'est quand même elles les gagnantes dans les deux films. Bon, j'arrête là le parallèle. Mais je trouve que bon voilà, c'est des films qui peut être ça peut être instructif de les voir finalement en regard, quoi, de les considérer ensemble. Ouais, et puis il y a aussi quelque chose d'assez troublant dans cette volonté de la part de Warren Beatty, qui s'est beaucoup investi dans le scénario et la production, de vouloir se mettre en scène avec ses diverses amantes et conquêtes, puisqu'on sait qu'il a eu des relations avec Julie Christie, avec Lee Grant, sans doute avec Goldie Hawn. Après, je sais pas, je visais pas le Voici ou le gala de l'époque. Et on sait que c'est aussi, ça a été aussi le cas avec Jean Eustache, qui a tourné ses rapports un peu troubles avec ces différentes conquêtes. Donc on sent qu'il y a aussi cette volonté de raconter une époque presque révolue, ou ce moment de bascule, ce moment de libération sexuelle également, de pouvoir pouvoir le commenter, et aussi de faire un cinéma qui soit quelque peu autoréflexif. C'est ça. C'est-à-dire, on pourrait parler d'une époque, bon là c'est presque, il y a un écrivain français qui a écrit un livre qui s'appelle Femme, bon, qu'on aime ou pas, mais Solers, qui dit ça. Finalement, on pourrait faire l'histoire du monde à travers les relations hommes et femmes, la façon dont les hommes et les femmes se parlent. Bon, ça dit et s'aiment, ça dit beaucoup. Enfin, c'est presque la meilleure porte d'entrée pour parler d'une époque. Et il y a effectivement ça dans Shampoo. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Shampoo, c'est il y a quand Gilles, qui est une actrice en devenir, hein, qui s'apprête à devenir une star, demande à Georges mais pourquoi il le trompe, pourquoi il lui ment comme ça. Il dit mais c'est parce que j'arrive pas à choisir. Bon, ça on en a déjà parlé, mais c'est que il n'arrive pas à aimer, mais il les aime toutes. Donc ça aussi on a déjà parlé, cette volonté d'avoir le monde en entier qui lui empêche d'atteindre son propre désir. Mais il y a aussi, je trouve,
une vraie curiosité à l'égard de la femme, et il est détenteur d'un savoir dont il fera profiter Jack Warden à la fin dans son bungalow, où là il est avec 2 gardes du corps. Jack Warden, on se demande s'il va pas... Là on retourne dans le Los Angeles de Chinatown un peu, c'est-à-dire de détective privé. On se demande si Jack Warden va pas faire casser la gueule à George Rundy, et George lui explique à Jack... enfin il s'appelle pas Jack, mais disons Jack Warden, le personnage de Jack Warden. Lester, ouais. Et lui... Ouais, il est un personnage de Lester, il lui explique que sa fille déteste sa femme. Bon, voilà. Lui, Lester, il tombe des nues. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans qu'il vit avec elle deux, mais il s'en était même pas rendu compte. Donc, il y a, un savoir acquis par Alexandre dans La Maman et la Putain, ou par George dans Shampoo, qui détient de sa relation étroite avec la jante féminine. Oui, puisque même les hommes sont aussi croqués un peu bizarrement, parce que soit ils sont gays au salon de coiffure, soit ils sont le personnage de Jack Warden, Lester, très porté sur l'argent. On y voit presque les prémices de l'Amérique des années 80. Il est assez drôle, il écoute tout le temps les chiffres de la bourse. Je sais pas si tu le vois, il arrive dans sa bagnole, dans sa voiture pour rejoindre Julie Christie chez elle, et la radio passe en boucle les chiffres, donc moins 72 au 440, moins 32 pour telle entreprise. Et on a l'impression que le personnage de George est perdu entre ces différents mondes, mais le personnage de Lester, ça peut-être c'est effectivement celui qui réussit, mais c'est aussi celui qui a je trouve la plus belle progression, c'est-à-dire qu'il va apprendre à connaître l'amour, et quand il va se rendre compte que il est en train de se faire tromper, on sent qu'il y a une armure qui tombe, et il décide de changer de vie et de tout quitter, quoi. C'est un peu comment il s'appelait le patron d'Apple? Ah oui, mince. Putain, on est vraiment nuls. Ah, on est naze. Tout le monde connaît que lui, sauf nous, mais t'as pas d'iPhone. T'as pas d'iPhone, Ismaël. Bref, en tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le gagnant de cette contre-culture à Hollywood, quoi. Je veux dire, on sait même pas le créateur. Ça va pas du tout. Non, mais tous nos auditeurs savent qui c'est, hein. C'est même pas la peine de le dire. Il y a que nous, au monde qui savent pas. Ça y est, voilà, je sais, c'est Steve Jobs. Et en tout cas, il me fait penser un peu, très, très lointainement, mais à Steve Jobs, ou en tout cas à ces gens qui ont été, les grands gagnants de ces années-là. Ben oui, c'est ça, hein. La Silicon Valley, Cupertino en Californie, tout ça, parce que c'est toujours la Californie en fait, ces entreprises-là. Bon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que cette dimension universaliste un peu qu'il y avait dans les années 60 pour les hippies, finalement elle va s'appliquer, cette libération va vraiment s'effectuer, mais que pour les plus riches, quoi, finalement. Et parce que elle ne pouvait pas s'appliquer à tous. Donc en fait les plus riches vont en bénéficier, et il va avoir une nouvelle forme parce que finalement pourquoi George réussit pas, c'est parce que les femmes, disons, dans les sociétés traditionnelles bourgeoises, elles aident les gens, ou même aristocratiques d'ailleurs, hein, à avancer socialement. Mais là, lui, George, en fait, lui, il est avec une femme qui pourrait le faire avancer d'ailleurs, hein, Gilles, puisque elle va devenir une star hollywoodienne, c'est sûr, hein, elle est repérée par un jeune réalisateur pour faire une publicité. Entre parenthèses, voilà, hein, c'est aussi l'avènement d'une nouvelle classe de réalisateurs, hein, qui sont dans le voyage, donc il va falloir qu'ils aillent en Égypte, dans l'exotisme, enfin tout ça. Alors que Al Ajbi, lui il filme, on l'a bien vu avec La Dernière Corvée, quoi, ou même Shampoo, c'est vraiment l'Amérique d'en bas, quoi. Enfin bref. Et donc les femmes servent à avancer socialement, sauf que ça, George il sait pas faire. Les femmes en fait c'est juste des vecteurs entre des hommes dans la société traditionnelle bourgeoise, c'est-à-dire, et sert à conforter l'homosocialité des hommes,
c'est-à-dire à se faire des copains qui vont t'aider, tout ça, voilà, c'est ça. Donc, mais ça, George, il sait pas faire. Il est toujours du côté des femmes d'une certaine façon. Il n'arrive jamais à convertir une femme en trésor, quoi, d'une certaine façon, bien qu'il soit, il puisse le faire dans l'absolu, puisque ça soit un vrai artiste qui rehausse la beauté des femmes, mais il n'arrive pas plutôt à convertir son don pour rendre plus belles les femmes en capital. Je sais pas comment expliquer, en capital qui lui reviendrait. Le podcast, toujours pour m'accompagner Ismaël. Ismaël, on peut peut-être dire un dernier petit mot sur Al Ashby, le réalisateur de Shampoo. Oui, j'espère qu'on aura le temps de revenir sur Al Ashby et sa filmographie, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est qui est pas forcément le plus connu des réalisateurs du Nouvel Hollywood en France. Harold et Maude peut-être est son film le plus connu. C'est son deuxième film en 1971. Après, il fera La Dernière Corvée, on en a pas mal parlé, un film écrit par Robert Towne avec Jack Nicholson. Qui est très chouette. C'était un monteur à l'HB au départ. Il a monté pour des grands réalisateurs comme Tony Richardson, je crois, ou Norman Jewison. Enfin, il était dans le système. Et puis dans La Dernière Corvée, on voit bien son travail de monteur avec ces fameux ces plans qui sont enchaînés dans des fondus très très beaux. Et dans Shampoo aussi, il y a tout un travail de montage qui est très beau. Il y a une scène que j'aime beaucoup quand le patron de George perd son fils juste avant la course-poursuite dans les montagnes d'Hollywood. À la fin, on apprend que le patron, qui est gay d'ailleurs, c'est ça qui est étrange, a perdu son fils. Et le montage est très élégant. C'est-à-dire que on voit d'abord le patron sortir et avant qu'on apprenne la nouvelle. Et c'est un peu ça à Shampoo, c'est-à-dire que l'image vient comme une énigme avant que la parole résolve cette énigme. C'est-à-dire que l'image prime et c'est vraiment un vrai réalisateur à la HB. Voilà, je voulais en dire un petit mot. J'aime aussi beaucoup la qualité de la photographie dans Shampoo. Tu parlais de l'opérateur, je crois que tu en as parlé, non, de Kovacs, la photographie de Kovacs, et qui est très belle, c'est-à-dire que ce Hollywood, il est recouvert d'un certain smog. Paradoxe d'Hollywood, c'est là une ville lumière, presque paradisiaque, au bord du Pacifique, et en fait ça a été la ville du roman noir, du film noir, et dans les années 70, on voit les films gris, recouvert, et Shampoo en est l'exemple même, c'est un film, on voit à la fin ce smog, ce côté grisâtre, ce brouillard, on sait pas si c'est de la pollution ou de l'atmosphère même de Los Angeles. Il y a une dimension un peu paradoxale de cette cité ensoleillée et en même temps grise. Bon voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire sur Al Ashby et Shampoo, mais arrêtons-nous là. Donc on se quitte sur cette vision brumeuse. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter bien sûr sur Spotify, Deezer et tous les agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur ces fameux agrégateurs. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours pour parler d'un film français qui se passe en Belgique, d'Arthur Harari, le premier film long métrage en tout cas d'Arthur Harari, Diamant Noir. Ismaël, à très bientôt. Ah, génial. Super. À bientôt, Yann.